cette idée que l'égalité, elle est déjà là, elle reflète le point de vue de certaines femmes privilégiées. Donc il y a un enjeu très fort, effectivement, d'articulation entre les luttes féministes et les luttes antiracistes, parce que autrement, on va dire l'émancipation de quelques femmes blanches privilégiées va se faire au détriment de la majorité des femmes, et notamment des femmes racisées, mais également des femmes des classes populaires. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Léa Dorion. Bonjour. Aujourd'hui, Léa, je vous reçois pour discuter d'un sujet qui n'est pas forcément très courant, j'allais dire, dans les médias ou même chez les professionnels, les entrepreneurs, qui est celui du féminisme en entreprise ou de l'entreprise féministe, et de manière un peu plus large aussi des entreprises ou des organisations alternatives. Alors avant de rentrer un petit peu dans le sujet de manière un peu plus concrète et un peu plus précise, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et quel est l'objet de vos recherches ? Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Léa Dorion, je suis diplômée d'une école de commerce et j'ai une thèse en sciences de gestion que j'ai soutenue à l'université Paris-Dauphine. Donc mes travaux portent sur l'action collective féministe dans différents espaces, donc dans les mouvements sociaux, mais aussi au sein de l'université, dans les pratiques de recherche et d'enseignement, et également au sein des entreprises plus traditionnelles. Donc je mobilise pour cela tous les travaux sur les critiques féministes des organisations, en particulier des organisations bureaucratiques et capitalistes. Et je m'appuie aussi bien sûr les expérimentations en cours par les nombreuses féministes dans les mouvements sociaux et dans les œuvres également de science-fiction féministe qui constituent une source d'inspiration intéressante. Voilà, donc c'est à peu près la présentation que je pourrais faire de mes recherches qui, pour résumer, se pose la question de comment s'organiser en féministe. Merci beaucoup pour cette introduction. Avant qu'on rentre dans la discussion sur plus précisément le féminisme ou l'organisation féministe, j'aimerais qu'on passe un petit moment à discuter déjà des organisations alternatives qui sont un gros champ de la littérature en sciences de gestion, mais qui ne sont pas forcément très connus déjà de certains chercheurs en sciences de gestion, et de manière générale, un petit peu même du grand public. Est-ce que ça vous dérangerait de nous dire un petit peu ce qu'on entend par une organisation alternative ? Alors, il y a déjà beaucoup de définitions qui coexistent de ce qu'est une organisation alternative. Je dirais que la définition même de cet objet, c'est un travail en cours dans la littérature sur ce sujet. En tout cas, c'est un champ de recherche qui s'est un peu structuré assez récemment, depuis les années 2010, avec la sortie d'un certain nombre d'ouvrages de référence. On peut donner une définition un peu générale, qui est celle donnée par Martin Parker, qui va définir du coup une organisation alternative comme une forme d'organisation qui respecte l'autonomie personnelle, mais dans un cadre de coopération, et qui est attentive au type de futur que l'organisation va produire. Donc c'est une définition quand même très large, mais ce qu'on peut dire de manière un peu plus concrète, c'est que ce sont des organisations qui, en général, vont mettre en œuvre des modalités de gouvernance démocratique et qui vont porter d'une manière ou d'une autre une critique d'une forme capitaliste d'entreprise. Oui, parce que ce qu'on entend par organisation alternative, en fait, quand on entend alternative, généralement la question qu'on peut se poser directement, c'est alternative à quoi en fait ? Oui, effectivement, c'est d'ailleurs comme ça que s'est construite cette littérature, principalement comme en pensant des organisations qui sont contre ou qui sont à côté des organisations capitalistes, en particulier des entreprises capitalistes.
Ces organisations-là, elles sont en fait très variées sur le plan empirique. Je dirais que la forme la plus étudiée d'organisation, ce sont les coopératives de travailleurs en particulier, qui du coup inscrivent leur action dans une remise en question des modalités de gouvernance des organisations traditionnelles. Mais ça peut être aussi d'autres formes d'organisation un peu différentes, notamment les organisations des mouvements sociaux, qui peuvent être plus ou moins structurées. Là encore, ça peut être des associations avec le statut de la loi 1901, mais ça peut être aussi des collectifs plus informels ou des ONG. Et je dirais que de toute façon, le périmètre de définition de ce qu'est une organisation alternative, c'est un choix politique, dans le sens où ça dépend des critères qu'on va se donner pour définir ce qui est alternatif au capitalisme en particulier. Et alors, là, je me rends compte qu'effectivement, on a peut-être sauté une étape. Enfin, j'ai sauté une étape en disant alternative à l'entreprise capitaliste. Et c'est vrai qu'on n'a pas défini ce que c'était qu'une entreprise capitaliste. Alors, parce que j'entends déjà peut-être certaines personnes hurler en disant comment ça, entreprise capitaliste, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Du coup, enfin, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est qu'une entreprise capitaliste de manière assez simple aussi pour éclaircir en fait ce qu'on met derrière ce mot qui, pour certaines personnes, peut agir comme un repoussoir? Oui, tout à fait. Alors c'est là encore un vaste sujet, mais je dirais qu'on peut prendre deux caractéristiques. La première, c'est que dans une entreprise capitaliste, il va y avoir une séparation entre les personnes qui détiennent le capital et celles qui travaillent. C'est-à-dire que les personnes qui sont propriétaires de l'entreprise ne vont pas être nécessairement celles qui travaillent au sein de cette entreprise. Et dans un modèle d'organisation capitaliste, et dans une perspective d'inspiration marxiste, les personnes qui travaillent dans l'entreprise vont être celles qui vont générer la plus-value, qui va participer à l'accumulation du capital dont vont bénéficier les propriétaires de l'entreprise. Donc on a dans un premier temps cette distinction entre personnes qui détiennent le capital, donc qui possèdent l'entreprise, et personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et le deuxième élément qui est souvent définitoire des entreprises capitalistes, ça va être une forme de managérialisation du travail, c'est-à-dire que les personnes qui effectuent le travail ne vont pas être les mêmes que celles qui définissent et organisent le travail. C'est-à-dire que dans une organisation managérialisée, il va y avoir donc des managers qui sont là pour prescrire et contrôler le travail effectué par leurs subordonnés, de sorte que en fait, les personnes qui effectuent un certain nombre de missions n'ont pas forcément toute la liberté de définir la manière dont elles vont exercer ces missions. Donc en général, dans les entreprises un peu classiques, si vous voulez, on va retrouver à la fois ce système de possession de l'entreprise où les personnes qui détiennent le capital sont distinctes de celles qui travaillent, et aussi un système managérial d'organisation du travail où celles qui prescrivent le travail ne sont pas les mêmes que celles qui effectuent le travail. Donc c'est à partir de ces deux critères-là que moi je trouve intéressant de penser justement des alternatives, c'est-à-dire comment on peut envisager d'autres modes de gouvernance et d'autres modes d'organisation du travail. Génial, merci beaucoup, c'est hyper clair. Euh, En tout cas pour moi, j'espère que ça le sera aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, Suite à ça, du coup, est-ce que je peux vous demander d'où viennent justement ces formes d'organisation alternative en fait, euh, puisque enfin, l'entreprise capitaliste, elle n'est pas si vieille que ça en fait, hein, c'est quelques siècles tout au plus. Et les alternatives, elles naissent quand? C'est l'héritage de quel mouvement de pensée? Là encore, ça va être très varié suivant notamment les aires géographiques et puis les organisations alternatives dont on parle. Mais en tout cas, si on prend l'exemple des coopératives de travailleurs, qui sont les organisations alternatives, je dirais, les plus étudiées en sciences de gestion, ce sont des formes d'organisation du travail qui qui sont assez anciennes, si je ne veux pas dire de bêtises, mais qui remontent au moins au 19e siècle, et qui se sont développées en fait de manière un peu parallèle finalement aux organisations plus traditionnelles. Et c'est vrai qu'en général, on voit au moment des différentes, au moment où le capitalisme connaît de fortes crises, on va pouvoir constater un développement assez fort des formes alternatives d'organisation du travail. Et je pense là, un exemple comme ça, c'est celui
de l'Amérique latine, où il y a eu une crise économique assez majeure au début des années 2000, et où à ce moment-là se sont développées des formes d'organisation coopérative du travail, notamment avec des travailleurs et des travailleuses qui récupéraient les entreprises, c'est-à-dire qui prenaient possession de l'outil de production et qui relançaient la production, parce que en fait à ce moment-là les propriétaires de ces entreprises étaient dans une situation de difficulté financière qui les avait contraints à arrêter l'activité. Donc en fait, on voit que les coopératives notamment sont des formes assez anciennes d'organisation, même si elles sont étudiées de façon massive, on va dire, en gestion depuis assez récemment, depuis quelques années. Et si on prend les organisations des mouvements sociaux, bien là, finalement, leur histoire, elle est aussi ancienne que celle des mouvements sociaux. Donc, ce serait plus difficile de mettre une date de début. Il faudrait plutôt avoir une approche un peu généalogique pour voir, en travaillant à partir d'aujourd'hui, d'où viennent les différentes pratiques qu'on peut voir dans les organisations des mouvements sociaux. Mais c'est un travail auquel je ne me suis pas attelée pour l'instant, donc je ne voudrais pas m'étendre davantage sur le sujet au risque de dire des choses un petit peu approximatives. Quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé sur les organisations alternatives, c'était le fait d'essayer de préfigurer un autre monde. Le fait que, donc effectivement, on va incarner des pratiques qui sont différentes, qui vont à l'encontre donc d'un système que l'on choisit de réfuter, ou en tout cas qui ne nous plaît pas, avec lequel on n'est pas forcément d'accord, mais aussi préfigurer dans la manière dont on organise et dont on essaie de transformer la société, une autre façon de faire. Comment est-ce que ça s'incarne? Comment est-ce qu'on pourrait décrire en fait cette idée de la préfiguration aujourd'hui dans les organisations alternatives? Qu'est-ce qui est réellement préfiguré et en quoi c'est intéressant? La préfiguration, c'est une théorie une théorie pratique, je dirais, qui est d'abord issue de la pratique anarchiste et de la pratique féministe. Et on peut la définir un peu simplement comme une nouvelle manière d'envisager l'action politique, dans laquelle en fait les moyens organisationnels sont supposés incarner, mettre en pratique les fins politiques que se donne l'organisation. Donc c'est un petit peu l'inverse de la phrase célèbre « la fin justifie les moyens ». Quand on adopte une approche préfigurative, il faut que les moyens incarnent, reflètent, préfigurent donc les fins politiques. Pour donner un exemple un peu plus concret, par exemple, si on souhaite voir advenir une société démocratique, l'objectif, ça va être d'avoir un fonctionnement organisationnel interne qui soit démocratique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a différentes pratiques qui sont développées dans les organisations alternatives, comme par exemple la prise de décision par consensus, qui est supposée, en fait, produire de l'égalité entre les individus et donc produire une organisation démocratique à même donc de conduire une action collective qui vise à la production d'une société démocratique. Donc en fait, c'est en fait une manière d'expérimenter un peu dans le présent le type de société, de relations sociales qu'on veut voir advenir dans le futur. Et bien sûr, il y a toujours une part instrumentale et expressive du changement désiré. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la part instrumentale, c'est cette idée que la fin justifie les moyens, donc qui par exemple on veut obtenir quelque chose et on va mettre en œuvre des moyens, quels qu'ils soient, pour y arriver. Donc ça, c'est une logique un peu instrumentale de l'action politique. Et la logique expressive, ça va être une logique où on va essayer d'exprimer donc, dans les moyens organisationnels les fins politiques. Donc la préfiguration, elle mélange un petit peu les deux parce qu'on ne peut jamais totalement être du côté d'une vision expressive de l'action politique, mais l'objectif reste quand même de faire attention à la dimension politique de l'organisation, c'est-à-dire du fait de s'organiser. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, et qui est assez rarement mis en lumière, c'est que cette idée de préfiguration, on peut tracer sa généalogie dans certains mouvements féministes également. Donc on présente souvent cette idée-là comme venant de la pratique anarchiste, mais elle se retrouve en fait aussi dans les premiers mouvements féministes, notamment de la deuxième vague, puisque ce sont des organisations qui se sont d'emblée posé la question
de comment est-ce qu'on peut s'organiser d'une manière qui soit cohérente avec avec nos positions féministes. Et il y a des phrases assez drôles que j'ai notées, par exemple, dans des écrits anonymes du mouvement de libération des femmes, donc, qui est le mouvement qui a marqué la deuxième vague féministe en France. Il y a un texte qui s'appelle notamment «L'organisation, c'est la mort», donc avec cette idée que les modes traditionnels d'organisation, notamment bureaucratiques, sont totalement délétères et sont à revoir totalement. Donc cette attention à l'organisation comme étant un objet politique et comme devant être repensé, c'est quelque chose de très présent aussi dans le mouvement féministe. Donc voilà ce que je peux dire sur la préfiguration qui est en fait une manière d'envisager l'action politique qui me semble en tout cas assez intéressante, parce qu'elle elle empêche de repousser à demain, si vous voulez, les choix difficiles et notamment elle empêche en fait finalement de reporter certains problèmes à demain, comme pouvaient le faire certains mouvements de gauche concernant par exemple les droits des femmes, en disant on attendra après la Révolution et on s'en occupera. Dans une optique préfigurative, il faut penser dès aujourd'hui en fait l'imbrication des différents rapports de domination et comment on peut mettre en place quelque chose de différent dans le présent. Et alors, mais justement, est-ce que vous auriez des exemples pour illustrer un petit peu la manière dont c'est pratiqué, hein, dans les organisations féministes ou plus démocratiques comme des coopératives ou même des associations, etc., pour qu'on comprenne bien en fait en quoi ça se différencie assez radicalement de la manière dont on s'organise dans une entreprise capitaliste? Un des éléments qui est peut-être le plus radicalement différent, c'est l'aspect démocratique, c'est-à-dire que ce sont des organisations qui vont se définir en général comme étant horizontales, donc par opposition au fonctionnement hiérarchique de la plupart des organisations traditionnelles, où on va avoir une chaîne de commandement en fait avec différents échelons hiérarchiques et où les individus doivent se soumettre à l'autorité de leur supérieur hiérarchique. Dans une organisation alternative, alors pas toutes et pas de façon semblable dans toutes les organisations, mais en tout cas dans celles qui se pensent comme des organisations préfiguratives démocratiques, eh bien on va essayer de mettre en place des processus organisationnels qui produisent de l'horizontalité et non pas de la hiérarchie. Donc ça va passer notamment par des modalités spécifiques de prise de décision, notamment la prise de décision par consensus. Donc dans une prise de décision par consensus, en fait, il faut que tout le monde, à la fin, soit à l'aise avec la décision qui a été prise. Et donc ça va passer par de la délibération collective. Chaque personne détient un droit de blocage de la décision si jamais elle ne lui convient pas. Et donc l'objectif, c'est de discuter jusqu'à temps qu'une proposition commune soit élaborée collectivement et qu'elle mette tout le monde d'accord. Donc les décisions, en particulier les décisions stratégiques, les décisions importantes d'une organisation alternative, elles vont être prises de façon démocratique et pas sur un modèle de la démocratie représentative comme on le connaît dans le fonctionnement de notre société en France, mais dans une logique de démocratie participative où chaque personne va avoir une capacité et une autonomie suffisante pour participer à l'élaboration de la prise de décision. Donc on voit bien que par rapport à ce qui se passe notamment dans les entreprises, où la démocratie est le plus souvent totalement absente, on est sur quelque chose de radicalement différent. Et c'est donc ces pratiques-là, notamment de prise de décision par consensus, qui vont en fait produire des individus qui sont égaux entre eux, qui sont autonomes, et donc de manière générale produire un espace organisationnel qui est plus émancipateur que les espaces plus traditionnels des entreprises. Alors je me fais l'avocat du diable, hein, mais j'entends déjà des patrons d'entreprise dire on va quand même pas laisser le stagiaire décider au même titre que nous la stratégie à 5 ou 10 ans de notre entreprise. Alors oui, effectivement, alors déjà dans l'idée, ce serait pas le stagiaire qui déciderait tout seul, c'est-à-dire qu'il faudrait il fait partie d'un collectif et c'est ce collectif qui va produire au final la décision finale. Mais ça implique effectivement de partager le pouvoir de décision et donc aussi supposer que chaque individu a une capacité à comprendre les enjeux, a une opinion qui a de la valeur et ça implique
donc effectivement de revoir un peu la hiérarchie de valeurs qu'on va attribuer en fait à chaque personne dans l'organisation. Et effectivement, ça implique de renoncer à une forme de supériorité, je dirais, intellectuelle ou de supériorité liée à la... Ça implique de renoncer à un certain nombre de privilèges liés à des positions hiérarchiques qu'on peut occuper dans des organisations traditionnelles. Et vous disiez tout à l'heure, la plupart de ces organisations alternatives, aujourd'hui, elles s'incarnent dans le mouvement coopératif, dans des coopératives. Ça représente combien enfin, quelle part des entreprises qui existent aujourd'hui en France? On a ce genre de chiffres? Alors oui, tout à fait, on a ce genre de chiffres. Je ne l'ai pas noté, mais je peux le trouver très rapidement si besoin. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez significatif. Il me semble que c'est quelque chose comme 9% de l'activité économique mondiale qui est effectuée par des coopératives. Mais je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais enfin, c'est quelque chose dans cet ordre-là. Donc c'est pas du tout anecdotique. Et puis on a aussi des chiffres qui montrent que récemment se développent de plus en plus des coopératives, notamment en France. Donc on est quand même sur un mouvement qui est capable finalement de prendre en charge une partie importante de l'activité économique. Et on a d'ailleurs des coopératives qui sont de très grande ampleur, comme la coopérative Mondragon ou la coopérative Lewis en Angleterre, qui montrent en fait qu'il est possible de s'organiser de façon démocratique à grande échelle. Et une autre question qui me vient, c'est quand on parle de ces organisations alternatives, concrètement, là, on parle de coopératives, mais pourquoi est-ce qu'on n'y met pas, par exemple, des associations qui, bah, pour le coup, en France, sont beaucoup, enfin, enfin, regroupent un nombre d'entités beaucoup plus grand que celui des coopératives. C'est pas considéré comme étant des organisations alternatives aujourd'hui euh, dans les travaux sur les organisations alternatives? Alors si, je pense que je me suis mal exprimée. Tout à fait, les associations, quelles qu'elles soient, sont considérées, enfin, peuvent être considérées et analysées comme des organisations alternatives. Et notamment, il y a beaucoup d'organisations, de mouvements sociaux qui sont, enfin, d'associations qui travaillent dans différents mouvements sociaux, que ce soit des mouvements sociaux féministes, anticapitalistes, altermondialistes, ce genre de choses, qui sont étudiées par cette littérature. Je prenais simplement l'exemple des coopératives parce que ce sont des organisations qui effectuent un travail productif, c'est-à-dire qu'ils vont produire un bien ou un service, et donc qui sont en général utilisées comme des alternatives aux entreprises capitalistes. Alors qu'effectivement, une association, par exemple, de défense des droits des femmes, par exemple, ne va pas effectuer un travail de production d'un bien ou d'un service qui est susceptible de remplacer, si vous voulez, une entreprise capitaliste. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans ces organisations, dans ces associations, ces collectifs, ces ONG, comment s'organisent les individus pour mettre en œuvre des formes d'action collective qui s'affranchissent d'un certain nombre de principes fondamentaux dans les organisations traditionnelles, donc en particulier un fonctionnement hiérarchique, bureaucratique, rationnel, etc., pour y trouver des sources d'inspiration susceptibles de nous donner des idées pour transformer les organisations dans leur ensemble. Il y a une autre question qui me vient par rapport aux différents modèles. Il y a quelques années, il y a un livre qui a fait pas mal de bruit, qui se Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, avec le modèle des entreprises Opal. Il y avait le modèle des entreprises libérées. Tout ça, est-ce que c'est considéré comme aussi des systèmes d'organisation alternatifs ou pas vraiment? C'est une très bonne question et ça rejoint ce que je disais au départ, à savoir que la définition en fait du périmètre du caractère alternatif, c'est un choix politique, c'est-à-dire que ça va dépendre de ce qu'on entend par alternatif et de ce qu'on considère comme étant alternatif. Alors, je connais pas très bien le système le travail de Laloux sur les entreprises Opal. Par contre, sur les entreprises libérées, ce qu'on peut dire et ce qui pose un petit peu question dans le cas des entreprises libérées, c'est que il y a en général un dirigeant qui va décider donc de libérer son entreprise, c'est-à-dire de redonner de l'autonomie dans le travail à ses salariés.
Mais ce qui ne change pas dans une entreprise libérée, c'est la structure de possession du capital. En général, le patron continue, enfin le dirigeant continue d'exercer un pouvoir important sur les choix stratégiques de l'organisation et surtout l'objectif de profit et donc l'objectif de générer du profit pour les actionnaires n'est pas remis en question. Donc de ce point de vue-là, le caractère alternatif au capitalisme est relativement limité. Ça, c'est mon opinion, hein. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est souligné par certains travaux, même par des travaux critiques sur les organisations libérées, je pense ici par exemple au travail de Hélène Picard, qui est enseignante-chercheur en gestion à l'école de management de Grenoble, elle montre bien que même si effectivement on peut avoir un discours très critique sur ces organisations libérées, parfois certains salariés y trouvent des formes d'émancipation individuelle, de satisfaction au travail, qu'il ne me revient pas à moi en tant que chercheuse de discréditer. Toutefois, si on réfléchit en termes de champ de recherche, à mon sens, les organisations libérées ne constituent pas des organisations alternatives, car elles ne portent pas une critique du système capitaliste dans leur mode de gouvernance. Oui, d'ailleurs, c'est la même chose, hein, dans les entreprises opales, pour le coup, hein. On touche pas vraiment au mode de gouvernance et notamment à la détention du capital, mais beaucoup plus à la question de la prise de décision et de la structure en équipe Mm. euh, assez autonome. Et justement, alors, peut-être revenir un petit peu encore sur ce principe de démocratie ou de mode de gouvernance, parce que parfois, je pense que c'est assez délicat de voir la différence entre la détention du capital, les modalités de prise de décision, la structure de la gouvernance, et qu'en fait, on met, enfin en tout cas, on a tendance à mettre ça dans un fourre-tout un petit peu de type gouvernance, alors que c'est assez distinct et que ça va créer des freins ou des potentialités de réussite et de pérennité pour ces entreprises alternatives qui sont vraiment différentes. Typiquement, on peut avoir une SAS ou type entreprise libérée avec des prises de décision un petit peu éclatées, sachant que la détention du capital pourrait être entre les mains de 2-3 personnes au sein de l'entreprise, même si concrètement, il peut y avoir des rapports de force au sein de l'organisation qui peuvent plus ou moins être équilibrés, mais qui pourra faciliter pour cette entreprise le fait de lever des capitaux auprès d'investisseurs, tandis que pour une coopérative type SIC, donc qui se veut avec des profits limités, une gouvernance démocratique, avec au minimum 3 collectifs représentés et qui ne sont pas que des collectifs de l'organisation en question, on va avoir de grandes difficultés à justement lever du capital financier pour penser des projets à venir. Du coup, est-ce que vous pourrez peut-être revenir là-dessus sur les difficultés entre gouvernance, capital, etc., au niveau de ces entreprises alternatives, enfin, de ces organisations alternatives? Alors, c'est une question assez complexe. Alors, effectivement, je pense qu'il y a parfois une confusion entre sur ce qu'on entend par gouvernance. Ce qui est, je pense, ce qui est... alors, le premier aspect de votre question, hein, si je la comprends bien, c'est en quoi, en fait, on peut penser une forme alternative quelle serait une forme alternative de gouvernance. Je pense que sur cette question-là, il faut un petit peu repenser la manière qui, depuis les années 70, est devenue un petit peu hégémonique de penser le rôle des entreprises dans la société. Puisque, en fait, à partir notamment des travaux de Milton Friedman, on va penser les entreprises via le biais de la théorie de l'agence, pardon, et donc de cette idée que finalement il va y avoir une chaîne de gouvernement depuis les actionnaires jusqu'aux employés de l'entreprise, et que donc le rôle d'une entreprise est de créer des profits pour les actionnaires. Ces actionnaires qui vont donc mandater des agents pour effectuer en leur nom et en leur intérêt la mission de gestion de l'entreprise, donc dans l'idée de leur rapporter le plus de profit possible. Et donc cette manière de penser en fait l'entreprise via la théorie de l'agence, elle va impliquer que l'entreprise ne doit rendre des comptes qu'aux actionnaires.
Donc, il me semble que dans les entreprises, dans les organisations alternatives, tout l'enjeu, c'est de rendre des comptes à d'autres parties prenantes que les actionnaires. Et donc, vous parliez par exemple de l'exemple des SIC, hein, là où on voit qu'il y a d'autres parties prenantes qui sont mises au même niveau finalement, hein, que les actionnaires ou que les personnes qui détiennent, enfin, qu'on a, on va dire, une plus grande diversité de personnes qui vont détenir le capital avec des intérêts qui ne sont pas uniquement financiers. Et donc, c'est ce système-là où, de manière un peu juridique, on va créer les organisations qui doivent rendre des comptes à un nombre d'acteurs plus large, et notamment un nombre d'acteurs qui n'ont pas comme intérêt principal la rentabilité à court terme. C'est ça qui va permettre, hein, de porter, on va dire, une action collective plus radicalement alternative. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans les organisations libérées, on ne sort pas vraiment les actions, même les actions qui peuvent être prises, on va dire, les décisions qui peuvent être prises de façon plus démocratique au sein des équipes, etc., elles vont toujours en fait devoir passer un peu la barrière ou le test, hein, de est-ce que finalement ça ne contrevient pas aux intérêts des actionnaires. Et donc c'est ce dernier étage-là, hein, qui va en général poser problème et qui va faire que ce ne sont pas des entreprises qui vont être extrêmement alternatives du point de vue de leur choix stratégique. Donc ça, je pense, j'espère avoir un petit peu répondu à la première partie de la question. Sur la deuxième partie de la question, Oui, oui. et la question de la levée des fonds pour les organisations alternatives, je ne suis pas experte de ce sujet. Donc, je préfère pas forcément m'engager sur ce terrain. Mais je trouve que c'est quand même un argument en général qui est effectivement amené pour un peu discréditer, ou en tout cas limiter la portée potentiellement révolutionnaire, on va dire, du mouvement coopératif. Mais on voit qu'il peut y avoir des modalités de financement qui fonctionnent quand même. Je pense par exemple, à juste un exemple que j'ai vu passer récemment, hein, sur l'entreprise Duralex qui a été mise en faillite plusieurs fois, etc. Donc qui là est reprise sous forme de scope par ses salariés. Et on voit par exemple que vous avez les communautés territoriales et la région ou la ville, je ne sais plus exactement, hein, qui participent au financement, par exemple en rachetant le foncier qui va être loué ensuite aux salariés. Donc en fait, il y a des moyens quand même de lever des fonds en impliquant notamment les acteurs de la vie démocratique, notamment les différentes collectivités territoriales. Donc je pense qu'il existe quand même des solutions, et que se focaliser sur cette idée de on ne peut pas lever suffisamment de fonds quand on n'est pas une entreprise capitaliste, elle n'est pas tout à fait juste, et elle est en général, c'est un argument en général mobilisé, hein, pour discréditer des alternatives et pour en fait aller dans le sens de there is no alternative. Oui, oui, alors et loin de moi cette idée, hein, pour le coup, hein, c'était juste pour essayer de voir si on pouvait bien séparer en fait la question de la prise de décision démocratique, ou en tout cas des modalités de prise de décision opérationnelle, on va dire, ce qu'on peut retrouver chez les entreprises libérées ou les entreprises opales, etc. Et la différence avec en fait la question de la gouvernance ou de la possession Mm. concrètement de l'entreprise, qui est soit entre les mains d'actionnaires extérieurs, soit d'actionnaires internes, mais quelques-uns, et qui se fait sur la base du pourcentage de répartition du capital, qui donne droit à des votes Mm. particuliers, hein, et ce qui n'est pas le cas effectivement dans les organisations alternatives, et c'est ça qui en fait vraiment, je trouve, moi, à titre personnel de ce que j'en ai Mm. compris, quelque chose d'assez distinct et de révolutionnaire par rapport aux entreprises traditionnelles. Oui, tout à fait. Et puisqu'on on peut aussi trouver un peu l'inverse, c'est-à-dire des coopératives qui vont avoir un mode de possession du capital totalement nouveau, avec par exemple des coopératives de travailleurs, mais qui vont mettre en place des processus de travail assez managérialisés, avec une division du travail, etc. Donc ça peut aussi, enfin en tout cas les deux peuvent être un petit peu déconnectés. Euh, et, euh, et il me semble, hein, qu'en tout cas c'est quand on a les deux aspects, hein, un peu de, voilà, de détention du capital et d'organisation du travail, qu'on va vers quelque chose de plus fondamentalement alternatif. Il y a aussi dans la littérature des écueils qui sont marqués dans les organisations alternatives par rapport à la difficulté que connaissent ces organisations à être viables ou se pérenniser dans le temps dans un système capitaliste qui est par essence un peu oppressant, voire oppressif.
pour ces organisations lorsqu'elles veulent incarner, par exemple, le fait de répondre à des besoins sociaux ou environnementaux et moins des besoins économiques, qu'elles veulent avoir une croissance limitée, moins de profits ou vraiment une gouvernance et une répartition du capital beaucoup plus équitable ou égalitaire. Et que ces écueils rendent difficile un petit peu donc la viabilité de ces organisations et leur étude. Est-ce que vous, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté ou non, vous trouvez qu'au contraire, en fait, c'est quelque chose, euh, enfin, on a tendance plutôt à voir de plus en plus de ce type d'organisation malgré les freins du système? Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est ça revient très souvent dans la littérature, hein, cette idée que les organisations alternatives vont en fait dégénérer d'une manière ou d'une autre ou être cooptées par le capitalisme ou encore que leur critique va être resignifiée par le capitalisme. Donc c'est cette idée-là, hein, finalement, que les organisations alternatives vont progressivement en fait perdre de vue leurs objectifs, voir leurs pratiques organisationnelles se transformer vers quelque chose de plus traditionnel, etc. C'est en général regroupé par le terme de dégénérescence, notamment pour ce qui est des coopératives. Et il y a eu d'autres termes, hein, au fil des ans, hein, qui ont été apportés pour caractériser en fait cette adoption progressive par les organisations alternatives de pratiques plutôt dominantes. Je pense ici par exemple à la question de la loi d'airain de l'oligarchie, qui est une espèce de loi qui a été mise en lumière euh, pour, euh, pour expliquer que finalement dans tous les collectifs, à un moment ou à un autre, dans tous les collectifs qui se veulent démocratiques, va se recréer une forme de répartition inégalitaire du pouvoir. Donc toutes ces idées-là, elles sont effectivement présentes dans la littérature sur les organisations alternatives. Elles se retrouvent bien sûr dans la pratique de certaines organisations alternatives qui n'échappent pas du coup à ces phénomènes de cooptation. Mais certains travaux plus récents mettent en lumière quand même que cette accentuation, on va dire, du risque de dégénérescence des organisations alternatives, elle n'est pas tout à fait justifiée quand on regarde, par exemple, la durée de vie moyenne des organisations alternatives par rapport aux entreprises capitalistes. Parce que, alors là encore, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais les entreprises capitalistes, il y en a énormément qui se créent. Enfin, on parlait des startups. Enfin, quand vous parliez de votre parcours, il y a beaucoup de startups qui se créent, qui périclitent très rapidement. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent finalement. Et donc en fait, du point de vue de la longévité, c'est pas forcément très marqué, hein, que les organisations alternatives vivent moins longtemps. Par contre, effectivement, il y a quand même une tendance de la recherche à se focaliser sur une sorte un peu de pureté organisationnelle de ces organisations-là, en analysant en fait chaque éloignement de leurs objectifs un peu idéologiques ou leurs objectifs de départ. Donc en analysant tout écart de ces objectifs-là comme un manquement important, un signe d'une dégénérescence. Donc effectivement, il y a eu pas mal de... Enfin, on peut identifier plusieurs types, hein, de dégénérescence, soit une dégénérescence qui serait liée aux objectifs, donc un éloignement notamment des objectifs de départ progressifs, ou alors au contraire un enfermement dans un nombre, enfin dans les objectifs qui ont été fixés au départ, avec une inflexibilité totale et une incapacité à se transformer, évoluer avec son temps, etc. Et puis on a un type de dégénérescence qui va plutôt concerner le mode d'organisation, avec soit, donc, je vous le disais, une oligarchisation du fonctionnement, c'est-à-dire le fait qu'une minorité va détenir progressivement de plus en plus de pouvoir et rétablir une forme de managérialisme dans l'organisation, soit au contraire une forme de paralysie organisationnelle, en ayant tellement peur que quelqu'un prenne le pouvoir qu'il ne se passe finalement plus rien dans l'organisation. Donc en fait, ces différentes tendances-là, elles ont été identifiées par une littérature plus récente, qui, en tout cas, il me semble que ça montre bien, au moins, que les organisations alternatives, elles vont être en permanence en tension, en fait, du fait de leur encastrement
dans un espace dominant qui n'est pas alternatif, dans un espace dominant qui est d'une part capitaliste, mais qui est aussi patriarcal, raciste, validiste, etc. Et donc tout l'enjeu pour une organisation alternative, ça va être de maintenir un ensemble de valeurs et de principes qui sont en décalage ou en confrontation, en tout cas en dissonance quelque part avec l'ensemble de la société. Et c'est effectivement pas toujours évident, notamment parce que les membres des organisations alternatives sont aussi des membres de la société qui ont été habitués à un certain nombre de réflexes liés au rapport de domination. Donc il faut aussi, en tant que membre d'une organisation alternative, arriver à désapprendre ces réflexes et ces normes qu'on a intériorisées. Donc voilà, il me semble en tout cas que les organisations alternatives sont des espaces où les individus peuvent faire ce travail de déconstruction et par ce travail-là et par leur implication dans l'organisation, maintenir le caractère alternatif malgré tous les risques effectivement de dégénérescence, de tension, de conflits, etc. qui peuvent exister du fait d'être alternatif dans un monde qui n'est pas alternatif finalement. Oui, et ce qui n'est pas effectivement sans difficulté, mais comme vous le disiez, il y a énormément de difficultés à monter une entreprise ou à pérenniser une entreprise capitaliste tout autant, voire parfois peut-être même plus. Donc c'est pas quelque chose qu'on va retrouver uniquement dans les organisations alternatives. Euh, J'aimerais peut-être que maintenant on discute un peu plus précisément des organisations féministes, Mhm. parce que ben, je ne suis pas sûr que pareil ça évoque quelque chose de connu pour beaucoup de personnes. Autant le féminisme comme courant de pensée, comme mouvement social, oui, mais l'entreprise féministe ou les organisations féministes, vraisemblablement moins. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est qu'une organisation féministe et en quoi est-ce que c'est différent d'une organisation capitaliste et aussi en quoi c'est singulier au sein des organisations alternatives? Merci pour cette très bonne question. Là encore, il y a beaucoup de réflexions dans la recherche et dans la pratique féministe sur cette définition de ce que serait une organisation féministe. En tout cas, c'est vrai que en général, je le présente comme ça, c'est-à-dire qu'on connaît le mouvement féministe, on en parle parfois un peu comme ça d'une nébuleuse, un peu on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais bon, il y a le mouvement féministe. On connaît aussi des personnalités féministes qui vont être notamment invitées sur des plateaux de télévision, qui vont produire des livres, de la théorie, des articles, etc. Mais on en connaît un petit peu moins sur cet échelon un peu intermédiaire entre l'individu et le mouvement, qui donc pour moi s'appelle l'organisation. Et donc ces organisations féministes, je peux déjà donner une définition un peu générale, qui est celle proposée par 2 chercheurs en gestion. C'est une organisation qui promeut une idéologie féministe, qui est guidée par des valeurs et des buts féministes et qui produit un résultat féministe. Donc c'est là encore très général. Ça peut désigner soit des organisations qui ont un but lucratif ou en tout cas qui organisent une activité économique, soit des organisations qui sont dédiées plutôt à des luttes sociales, donc des organisations des mouvements sociaux. Et donc tout le travail définitionnel qui a été fait depuis les années 70-80 c'est fait principalement en dehors des sciences de gestion, donc plutôt dans d'autres disciplines. Et ce sont des travaux qui ont étudié des organisations extrêmement variées sur le plan empirique. Par exemple, des foyers pour femmes battues, des cliniques de santé pour les femmes, des cabinets d'avocats, des librairies, des théâtres, des galeries d'art, etc. Et bien sûr, des organisations des mouvements sociaux. Et donc, ces travaux se sont intéressés en fait à ces initiatives, à ces organisations qui se définissaient elles-mêmes comme des organisations féministes. Et donc, de ces travaux-là, en fait, est un peu né un idéal type de ce que serait une organisation féministe, donc qui serait à la fois une organisation où serait portée une critique de la bureaucratie et de la hiérarchie, c'est-à-dire des organisations plutôt horizontales, démocratiques, et puis des organisations aussi où se ferait une critique de la rationalité, et donc qui remettrait au cœur de l'organisation la question de la vie privée, des émotions, du corps, etc. Donc ça, c'est un petit peu l'idéal type qui, en général, est incarné plutôt par des collectifs féministes peu structurés des mouvements sociaux. Mais on trouve
très grande variété empirique d'organisations féministes. Et si je reprends la définition que je vous disais sur une organisation qui, par exemple, produit un résultat féministe, il va y avoir aussi le problème, entre guillemets, de la variété des courants féministes. C'est-à-dire que le féminisme, c'est un terme extrêmement polysémique dans le sens où il va recouvrir des prises de position théoriques très différentes politiquement. Ça peut être, on peut parler d'un féminisme néolibéral jusqu'à un féminisme marxiste ou matérialiste. Donc en fait, le terme féministe, il va être mobilisé par des personnes qui en gros ne sont pas du tout d'accord entre elles. Et donc une organisation peut très bien se définir comme féministe, et cette définition-là ne va pas convenir à d'autres féministes qui vont considérer qu'elle ne l'est pas vraiment. Donc en fait, c'est aussi un débat qui est lié à la pluralité de sens du terme féministe. Mais en tout cas, en gestion, il y a eu deux manières de parler du lien entre organisation et féminisme. La première, ce sont des travaux qui se sont intéressés aux organisations qui empiriquement se définissent comme féministes, et donc qui sont allés regarder comment ces organisations-là fonctionnaient pour observer qu'est-ce que ça voulait dire s'organiser de manière féministe. Et puis vous avez aussi des travaux qui se sont plutôt intéressés à la manière dont les organisations traditionnelles, donc en particulier les entreprises, reproduisent la domination patriarcale dans leur fonctionnement, et qui ont plutôt cherché à imaginer des moyens de rendre ces organisations-là plus féministes. Donc moi, dans ma perspective théorique, qui est une perspective post-marxiste et intersectionnelle, donc pour moi, une organisation féministe, elle ne peut pas être une entreprise capitaliste du fait de l'emboîtement du système patriarcal avec le système capitaliste. Et ça ne peut pas non plus être une organisation qui va être structurée par une division genrée et raciale du travail, ce qui est très souvent le cas dans les organisations capitalistes. Donc de tout ça, c'est encore un chantier en réflexion pour faire notamment dialoguer deux corpus de littérature qui ne s'intéressent pas vraiment aux mêmes objets empiriques. D'un côté, comment rendre les entreprises plus féministes, et de l'autre, comment s'organisent les féministes au sein des organisations dans les mouvements sociaux. Mais j'ai essayé de proposer une définition qui me permet un petit peu de faire le lien, où je décris les organisations féministes comme des espaces où et des moyens par lesquels le travail du mouvement féministe est effectué, qui doivent rendre des comptes au mouvement féministe par le biais d'une accountability, donc d'une manière de rendre des comptes finalement, interne, mise en œuvre par les membres de l'organisation, et qui sont caractérisées par de nombreuses dissonances du fait de cet encastrement dans un mouvement social féministe non univoque et dans un environnement patriarcal. Bon, c'est un peu une définition à rallonge, mais ce qui me semble intéressant, c'était cette idée que ce sont des organisations par lesquelles va s'effectuer en fait le travail du mouvement féministe. C'est-à-dire que ce ne sont pas les individus et ce ne sont pas vraiment le mouvement qui font avancer les luttes féministes, ça va vraiment être des organisations. Et ce qui rend ces organisations féministes, c'est un phénomène d'accountability interne. Donc ça, c'est un concept qui avait été mis en lumière par une autrice féministe qui n'est pas de moi. Mais donc c'est cette idée que dans les organisations féministes, les personnes individuellement vont toujours se demander est-ce que ce que je suis en train de faire dans mon travail correspond aux valeurs du mouvement féministe? Est-ce que je pourrais parler de ce que je fais à mes camarades militantes, par exemple, et pouvoir toujours en être fière ou en être satisfaite? Donc c'est ça que j'entends par accountability interne. Et donc ça permet en fait de maintenir un lien entre l'organisation féministe et le mouvement féministe, même si cette organisation-là, elle peut être assez éloignée de thématiques militantes. Ça peut être une organisation qui va produire un service ou un bien, mais l'idée c'est toujours de se demander est-ce que mon activité, elle est cohérente avec le mouvement féministe dans lequel je m'inscris. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur la définition d'une organisation féministe. Je pense que j'ai un peu répondu, mais pas tout à fait de façon totalement figée et je dirais définitive à cette question qui pour moi est encore un chantier de recherche en cours. Non, merci, je trouve ça très éclairant et la référence que vous faites à l'accountability, c'est quelque chose que j'avais. Alors, je crois que c'était dans un article de Valérie Fournier, je sais plus, ou si c'était dans un des vôtres que j'avais lu ça sur le côté, sur les organisations féministes et le fait de cette mise en tension permanente et cette réflexivité assurée par les membres du collectif pour toujours se demander effectivement est-ce que on va ou pas dans la bonne direction et du coup de
tout le temps se remettre en question pour essayer de voir comment est-ce qu'on avance, est-ce qu'on est toujours sur les bons rails. J'avais trouvé ça extrêmement éclairant et pas seulement pour la question du féminisme en fait, Mmh. mais de manière générale pour toute alternative et comme manière en fait de ne pas, de ne pas penser qu'il y a un point d'arrivée où finalement après tout va rouler quoi. Et que donc alors c'est assez ça peut être un peu fatigant, on peut se dire, mais en même temps, ça permet de, je trouve, de d'éclairer le fait que c'est un chemin continu et constant de travail jamais complètement abouti. Oui, tout à fait, ouais. Je pense que c'est important. Enfin, moi, dans ma vision, c'est effectivement une vision assez processuelle de l'organisation qui est toujours en train de travailler sur son positionnement politique et toujours en train, effectivement, d'être dans une réflexivité sur son action. C'est la condition, à mon sens, hein, du maintien de la dimension alternative ou féministe hein, au cours du temps. Et alors, encore une fois, je me rends compte qu'on parle d'organisation féministe, mais peut-être que certaines personnes se demandent, mais pourquoi est-ce que, il y a des organisations féministes ou pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'organisations féministes ou pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de féminisme? Encore une fois, hein, je pose la question presque comme étant un avocat du diable, mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu en quoi, encore aujourd'hui, et toujours et peut-être même plus que jamais, il y a besoin en fait de poser la question du féminisme? Je pense qu'il y a deux manières de voir, enfin, d'envisager le sujet. Il y a d'une part, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'organisations féministes dans la société, quelque part. Et puis, le deuxième aspect, c'est pourquoi on a besoin de féminisme dans les organisations. Donc, sur le premier aspect, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'organisations féministes Eh bien, je dirais parce que notre société est loin d'être égalitaire sur le plan du genre notamment, mais d'autres rapports de domination également. Donc on a besoin d'organisations, notamment d'organisations des mouvements sociaux, pour porter un certain nombre de revendications euh, qui, euh, qui, qui défendent hein, le droit des femmes, des minorités de genre, mais aussi le droit de toutes les personnes minorisées. Ça, c'est un premier élément de réponse, hein, puisqu'on est finalement dans une société inégalitaire et relativement violente sur les différents axes de domination liés au genre, à la classe, à la race notamment. Et le deuxième aspect, peut-être qui est euh, plus enfin, moins connu, je dirais, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de féminisme dans les organisations, et notamment dans les organisations un peu traditionnelles, hein, dans les entreprises. Eh bien, c'est parce que ce sont des espaces, le monde du travail en général est un espace non seulement de reproduction, mais aussi de production hein, des inégalités de genre et de violences de genre. Il y a beaucoup de travaux en fait, de chercheuses qui, depuis les années 90 notamment, ont montré que les organisations ne sont pas du tout neutres du point de vue du genre. Je pense ici au travail notamment de Joan Hacker, qui est une des premières à avoir montré que les organisations sont des espaces genrés, c'est-à-dire qu'elles sont structurées par le genre. Et donc elle montre notamment que les organisations vont être structurées par une division genrée des tâches entre les hommes et les femmes notamment. Et elle montre bien que les tâches les moins valorisées d'un point de vue symbolique et financier sont des tâches féminisées et que le travailleur idéal et notamment le manager idéal, est un homme qui est supposé être sans entrave, c'est-à-dire qui n'a pas de responsabilité en dehors de la sphère professionnelle, et donc en particulier qui n'a pas de responsabilité familiale, donc qui ne s'occupe pas du travail reproductif. Et donc elle explique aussi hein, que le fonctionnement des entreprises et des organisations va être aussi soutenu par ce qu'elle appelle la sous-structure genrée des organisations, c'est-à-dire la division du travail entre, d'un côté, travail productif, donc le travail qui est effectué de façon rémunérée dans les entreprises, et le travail reproductif, qui est le travail qui va être effectué principalement de façon gratuite et principalement par les femmes au sein des foyers, et donc qui consiste en l'ensemble des tâches liées au travail parental et au travail domestique. Et donc elle montre finalement qu'il y a une répartition de ce travail reproductif inégalitaire qui soutient le fonctionnement des entreprises capitalistes. Puisque finalement, ces entreprises-là, et pour ça, elles s'appuient bien sûr sur tous les réflexions des féministes matérialistes et marxistes depuis les années 70,
les entreprises ont besoin pour leur fonctionnement eh bien, que les gens arrivent au travail avec des vêtements propres, en ayant mangé, et rentrent chez eux dans une maison qui est bien entretenue, etc. Donc il y a un enjeu de reproduction quotidienne des travailleurs. Et puis les entreprises ont également besoin qu'il y ait toujours de nouvelles personnes qui viennent travailler, donc d'un renouvellement générationnel en fait, des travailleurs. Donc le travail reproductif est vraiment fondamental pour le maintien du système capitaliste, et donc les entreprises bénéficient très concrètement du travail reproductif effectué gratuitement, principalement par les femmes. Donc en fait, il y a cette idée quand même qui semble importante, hein, que le système capitaliste et le système patriarcal fonctionnent ensemble. Le système patriarcal va venir permettre en fait le fonctionnement du système capitaliste, et les entreprises en fait étant les principales on va dire les principales acteurs, les principales organisations par lesquelles se déploie le système capitaliste, vont bénéficier en fait du système de domination patriarcale. C'est pour ça que c'est très compliqué en fait de penser une entreprise capitaliste qui serait féministe, puisqu'il y a comme une contradiction dans les termes. Donc voilà pourquoi, à mon sens, on a besoin de féminisme dans les organisations. C'est pour justement permettre à une véritable égalité d'advenir dans ces espaces-là, qui aujourd'hui sont, malgré cette idée que l'égalité serait déjà là, hein, selon le mythe que Christine Delphi elle appelle le mythe de l'égalité déjà là, malgré ce mythe-là, on voit qu'il y a quand même des inégalités qui persistent, et également des phénomènes de violence assez marqués dans les entreprises, hein, de violence de genre. Et donc, c'est pour moi les raisons pour lesquelles on a besoin de féminisme dans les organisations. Je voudrais revenir un instant justement sur ce mythe du féminisme déjà là, que vous traitez hein, dans votre livre L'entreprise du 21e siècle sera féministe. Ouais, qui est super hein, d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Et vous revenez justement sur l'idée que c'est vraiment un mythe qui est porté par une certaine partie de la population. Et alors, corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois et que je m'en souviens aujourd'hui, mais notamment une population privilégiée et majoritairement blanche. Et ce qui fait que le féminisme en tout cas tel que vous l'abordez, a aussi un lien très fort avec la question de la race et des classes sociales. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus? Oui, effectivement, je pense que cette idée que l'égalité, elle est déjà là, elle reflète pardon, le point de vue de certaines femmes privilégiées qui vont effectivement avoir accès à des postes très bien rémunérés, des postes à responsabilité, et même si il demeure une inégalité salariale pour ces postes-là, globalement, leur situation s'est effectivement largement améliorée ces dernières années. Mais quand on regarde dans le nombre des femmes cadres parmi le nombre de femmes qui travaillent, c'est un pourcentage assez réduit, hein, puisqu'on est alors je ne sais plus l'année de ce chiffre, hein, mais sur environ 15% des femmes cadres parmi les femmes qui travaillent. Donc finalement, 85% des femmes qui travaillent ne sont pas dans cette catégorie. Et donc on va observer une sorte de dualisation du marché du travail entre une minorité de femmes privilégiées qui vont donc avoir accès à des postes à responsabilité et une majorité de femmes qui vont demeurer dans une forme de précarité, liée à leur travail. Et donc ce qui est important de souligner, c'est que finalement l'accès de ces quelques femmes privilégiées à des postes à responsabilité, elle est possible très souvent du fait d'une délégation du travail reproductif à des femmes moins privilégiées. Et ce sont très souvent des femmes racisées. Donc il y a un enjeu très fort effectivement d'articulation entre les luttes féministes et les luttes antiracistes, parce que autrement on va dire l'émancipation de quelques femmes blanches privilégiées va se faire au détriment de la majorité des femmes, et notamment des femmes racisées, mais également des femmes des classes populaires. Donc c'est pour ça que dans mon travail, j'essaye de tenir donc une posture intersectionnelle, c'est-à-dire une posture qui va prendre en compte l'intersection des rapports de domination et ne pas se focaliser sur une minorité de femmes privilégiées, de femmes blanches, qui est malheureusement
enfin en tout cas sur lesquels se focalise une part importante de la littérature féministe en gestion, qui va principalement s'intéresser aux femmes managers. Merci pour ces précisions et cet éclaircissement. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'écologie maintenant, si vous êtes d'accord, et des liens entre organisation alternative et écologie. Notamment peut-être avec une première question qui est, alors on a parlé des différents types d'organisations alternatives qui se concentrent beaucoup sur la question de la gouvernance, ou en tout cas plus de la démocratie, de l'égalité au sein des structures organisationnelles. Qu'en est-il de la question écologique? Est-ce qu'elle est particulièrement portée au sein des organisations alternatives, et de quelle manière? Alors là encore, je pense que ça va dépendre beaucoup des organisations empiriques qui sont étudiées. C'est vrai en tout cas, dans cette littérature-là, l'écologie n'est pas forcément le focus, on va dire, de la production théorique et des contributions, on va dire, théoriques, mais il y a de très nombreuses organisations alternatives qui sont de fait impliquées dans une démarche écologique. Je pense par exemple ici aux coopératives de consommation alimentaire, hein, comme la Louve ou comme d'autres qui se créent en France et qui font l'objet d'articles en gestion. Il y a aussi, bien sûr, des organisations des mouvements sociaux qui vont être impliquées dans les luttes écologiques, notamment les luttes contre l'extractivisme dans les pays du Sud. Donc tous ces travaux-là, en fait, abordent la question écologique, mais plutôt, en fait, comme finalement un cas empirique, hein, comme un exemple empirique, et il n'y a pas forcément de théorisation, en tout cas de ce que je connais, hein, de l'écologie, on va dire, et notamment, je trouve assez peu de mobilisation de toute la littérature sur l'écologie politique dans la littérature sur les organisations alternatives. Donc je dirais que le lien, il n'est pas forcément direct, et il est plutôt lié, en fait, aux organisations spécifiques qui vont être étudiées. Après, je trouve que pour ce qui est des organisations féministes, la dimension écologique, elle est de plus en plus inclue en fait dans les valeurs qui souhaitent être préfigurées par ces organisations, puisque en fait les liens entre l'écologie et le féminisme sont quand même assez anciens, avec tout le développement de l'écoféminisme qui va penser ensemble l'oppression des femmes et l'exploitation de la nature. Et donc il y a quand même pas mal de travaux sur les organisations féministes qui vont justement, en tout cas, essayer de penser la préfiguration d'avenir vivable à la fois pour les femmes, les minorités de genre, et puis pour le vivant, quoi. Mais ce sont des choses qui sont effectivement plus émergentes et qui ne sont pas encore le cœur du sujet dans cette littérature-là. Sur ces questions d'écologie, donc au sein des organisations féministes ou des organisations alternatives, donc comme vous dites, qui sont émergents, moi une autre question qui me vient, qui est en lien avec mes travaux de recherche, et de manière générale un petit peu ce qui me préoccupe depuis un petit moment, à savoir les moyens de transformer la société vers une société à la fois plus désirable et plus soutenable d'un point de vue écologique. Mhm. Et est-ce que ces organisations, à la fois féministes, mais aussi de manière plus générale alternatives, constituent des acteurs de transformation pertinents par rapport à la situation d'urgence écologique dans laquelle on se trouve? Et si oui, pourquoi? Je pense que la réponse, elle va, là encore, varier un petit peu selon le type d'organisation, parce que la réponse, elle semble assez directe pour des organisations militantes qui seraient directement impliquées dans les luttes écologiques, ce qui existe aussi. Donc effectivement, ces organisations-là, elles essayent de transformer la société, on va dire, par leur action politique tournée vers l'extérieur de l'organisation. Mais pour les organisations qui ne sont pas directement impliquées dans la lutte écologique, il me semble que ce qui est intéressant quand même, c'est qu'elles vont, d'une manière ou d'une autre, en fait, chercher à réencastrer la sphère économique, donc la sphère des activités économiques, dans la sphère sociale et dans la biosphère, notamment en soumettant en fait l'activité en question, l'activité économique, à la délibération politique et démocratique. C'est-à-dire que même des organisations
qui produisent des biens ou des services, etc., qui ne sont pas directement liés à l'écologie, mais qui vont fonctionner avec un fonctionnement démocratique, vont en fait remettre de la démocratie dans l'activité économique, ce qui est aujourd'hui totalement inexistant. C'est-à-dire que les entreprises sont parmi les acteurs sur le plan mondial qui ont le plus d'impact sur la destruction de l'environnement et qui doivent rendre très peu de comptes et qui, en interne, les décisions qui sont prises par ces entreprises-là ne sont pas du tout prises de façon démocratique. Donc, je pense que ce qui est intéressant avec les organisations alternatives, quelles qu'elles soient, c'est qu'en mettant en avant l'impératif d'un fonctionnement démocratique, elles vont en fait rendre politique l'ensemble de leurs décisions et donc en fait faire passer au premier plan les questions de l'impact sur les individus et les sujets qui les concernent. Donc je pense que ça me semble important parce que on a quand même depuis les années 70 un fort mouvement de désencastrement total de l'économie par rapport à la sphère de la société et de l'environnement qui permet en fait aux entreprises d'être comme en marge de notre fonctionnement démocratique et qui leur permet d'avoir une activité destructrice au niveau mondial qui est très difficile à réguler du fait du périmètre de régulation des États qui est donc par définition national. Donc on voit qu'on a beaucoup de mal à réguler l'activité des entreprises. Et donc je pense qu'en s'inspirant du fonctionnement des organisations alternatives, on peut remettre de la démocratie en fait dans le fonctionnement économique. Et à mon sens, ça c'est assez révolutionnaire ou en tout cas plus susceptible de répondre aux intérêts de la société et donc à une forme d'intérêt général qui s'éloignerait de la pure satisfaction d'intérêt d'une poignée de personnes qui détiennent le capital. Donc je pense que c'est en tout cas par ce phénomène-là de réencastrement que on va dire que les organisations alternatives peuvent avoir quelque chose d'intéressant à apporter pour participer à la transformation de notre société face à l'urgence écologique. Et alors, quand on parle de démocratie ici, on ne parle pas uniquement de démocratie au sein du fonctionnement de l'organisation. On parle d'instances en fait de gouvernance qui associent aussi des acteurs de la société civile ou des territoires en question au fonctionnement de l'organisation, non? Alors là, je parlais plutôt du fonctionnement interne, mais effectivement, c'est aussi très intéressant ce que vous dites, si j'ai bien saisi. Mais effectivement, les organisations alternatives, elles ont aussi vocation à comment dire, devenir des acteurs de leur territoire, des interlocuteurs pour être associés aux prises de décision qui vont impacter différents espaces, que ce soit l'espace régional, national, etc. Donc en fait, elles peuvent aussi s'engager de ce point de vue-là dans la transformation de la société en s'impliquant en tant qu'organisation dans différentes instances de gouvernance publique. Mais en tout cas, c'est pas un sujet que j'ai forcément traité comme ça, donc D'accord. Non, moi, c'est une des questions que je me pose et que je pose, notamment sur le fait de la gouvernance démocratique comme étant interne à l'organisation ou en fait à la fois interne et externe et associée en fait à la société civile et au territoire en disant que, enfin, on pourrait avoir une entreprise aussi délétère qu'Apple sous forme coopérative. Je veux dire, à partir du moment où on exploite par exemple des esclaves humains en Chine pour produire des biens électroniques. Je ne suis pas sûr que ça pose plus de problèmes que ça au fonctionnement d'une organisation qui serait juste régie par des règles de gouvernance interne plus démocratiques que capitalistes. En revanche, à partir du moment où l'organisation serait soumise à une gouvernance qui intègre aussi le territoire, la société civile, par exemple des collectivités locales, mais aussi des associations, que là, c'est tout de suite plus compliqué d'avoir des débordements, en tout cas à mon sens, parce que le rôle et l'activité de l'entreprise est soumise en fait à la société, enfin à l'accord entre guillemets et à la gouvernance de la société, et non pas seulement à celle
des individus qui participent à la production. Ouais, tout à fait, oui, je suis d'accord. Et du coup, si on veut s'emparer de leviers pour transformer, son organisation vers, pour la rendre, d'une part plus féministe, ou d'autre part plus démocratique, sachant que bon, les 2 sont tout à fait imbriqués. Quelles seraient peut-être les pistes ou les conseils que vous voudriez donner, aux personnes qui travaillent dans des entreprises ou qui sont à la tête d'entreprises? Il peut y avoir plusieurs niveaux d'action qui vont être, plus ou moins, difficiles à mettre en œuvre et qui du coup vont être plus ou moins, on va dire, révolutionnaires. Je dirais le premier niveau d'action peut se faire à l'échelle individuelle, hem, puisque, il appartient à tout un chacun, hein, de se former sur, le sujet du féminisme par exemple, pour, transformer sa manière d'être, en entreprise. Puisque, je parlais tout à l'heure, par exemple des violences de genre, elles sont quand même perpétrées par des individus, même si certains contextes, organisationnels permettent qu'elles adviennent de façon plus facile et de façon, non punie, je dirais. Mais voilà, se former sur qu'est-ce que c'est, que sont les comportements violents qu'il est possible d'adopter, comment se comporter différemment. Donc tout ce travail-là de déconstruction de sa propre posture, de ses propres privilèges, de prise de conscience de là où on se situe sur un rapport social, etc. Donc toute cette démarche un peu de prise de conscience individuelle, elle est très accessible et elle est, à mon avis, première et fondamentale, hein, pour qu'un maximum de personnes s'emparent des sujets, que ce soit des sujets liés aux luttes féministes, antiracistes ou même écologiques, hein, dans les entreprises. Donc ce premier niveau-là, individuel, il est fondamental, il est pourtant pas suffisant, puisque après l'idée c'est d'utiliser sa capacité d'agir dans l'organisation pour transformer des processus organisationnels qui peuvent être oppressifs. Et donc là, ça va bien sûr dépendre bien du niveau de pouvoir qu'un individu détient dans une organisation. Ça risque d'être très difficile pour une personne seule qui n'est pas dans un poste à responsabilité de transformer véritablement la manière dont son entreprise fonctionne. Mais dès lors que la personne elle a un espace de pouvoir, par exemple qu'elle gère une équipe ou un département, etc., elle va pouvoir mettre en œuvre des pratiques un peu différentes. Il y a plein de choses qu'il est possible de faire. Je pense par exemple ici, je ne sais pas moi, aux procédures de gestion des ressources humaines. Là, il y a vraiment plein de travaux qui existent sur comment mettre en œuvre une politique de rémunération, des processus de recrutement, des processus d'évaluation, etc., qui ne soient pas discriminants envers les femmes ou envers les personnes minorisées en général. Donc il faut arriver, je dirais, au niveau organisationnel, à transformer son organisation de l'intérieur. Ce niveau-là, il me semble important parce qu'il va permettre de rendre les environnements de travail vivables pour les femmes et les personnes minorisées dès aujourd'hui. Donc évidemment que d'un point de vue plus utopique, moi je souhaiterais voir advenir, on va dire, un changement plus profond des modes d'organisation du travail et donc de sortir d'un système de gouvernance capitaliste et d'un système managérial d'organisation du travail. Mais en tout cas, il est quand même possible, hein, même sans aller vers une transformation aussi fondamentale de la structure des organisations, de mettre en œuvre assez facilement des transformations des processus de gestion des ressources humaines, des transformations dans la culture de l'entreprise, des transformations dans la manière dont l'organisation gère les violences sexistes et sexuelles qui peuvent survenir, etc. Donc il y a plein d'actions possibles, mais ça nécessite effectivement une volonté proactive de la part de l'entreprise de se saisir de ces sujets, puisque en matière de lutte contre le sexisme, le droit du travail, il est assez peu contraignant, même en matière de lutte contre la discrimination en général. Donc c'est vraiment aux entreprises de se saisir de ce sujet, puisque sinon les choses ne vont pas changer, les choses ne vont pas changer toutes seules, hein. Donc ça, c'était le deuxième niveau. Et puis voilà, à un niveau plus sociétal, il est quand même possible de transformer le modèle de son entreprise. Ça peut se faire par palier. Par exemple, on peut commencer par exemple, libérer son entreprise, donc avoir une entreprise libérée, qui après va se transformer en quelque chose de plus radical, comme une coopérative, par exemple. Mais voilà, on peut engager des changements fondamentaux dans son organisation, d'autant plus si on en est le dirigeant, par exemple.
Donc je dirais qu'une personne a d'autant plus de capacité de transformer la société qu'elle a de pouvoir dans son organisation. Donc c'est un appel aux personnes qui détiennent ce pouvoir-là de s'engager sur ces sujets que sont les luttes féministes, antiracistes, validistes, écologiques, etc. Ben, merci, merci Léa. Et je pense que, enfin, pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, vous l'abordez en donnant pas mal de leviers à travers des exemples, aussi des illustrations dans votre livre, hein, L'entreprise du 21e siècle sera féministe. Donc, c'est un super manuel pour s'emparer de ces sujets. J'aimerais peut-être conclure notre échange en fait en abordant un article que vous avez écrit au sujet de la question de l'utopie, de la préfiguration et notamment de la préfiguration à la fois anarchiste et féministe à travers des écrits de science-fiction et en l'occurrence les écrits d'une autrice qui s'appelle Ursula Le Guin et qui a écrit deux très belles utopies de science-fiction, Les Dépossédés et la main gauche de la nuit. Alors ça me parle beaucoup parce que moi j'ai fait mon master de fin d'études en école de commerce sur la question de la science-fiction. Donc c'est un sujet qui m'est assez cher et que voilà, j'avais trouvé ça à la fois très rafraîchissant et très intéressant pour justement creuser la question des modèles d'organisation dans un cadre beaucoup plus libéré en fait du carcan du système dans lequel on est, du système capitaliste, et qui permet d'explorer en fait des possibles que l'on ne peut pas forcément entrevoir dans notre réalité. Oui, effectivement, un des enjeux en fait pour arriver à s'organiser de façon alternative, c'est d'arriver à imaginer ces pratiques organisationnelles. Et de ce point de vue-là, on est très limité. En fait, on est habitué à fonctionner d'une certaine manière, en particulier à s'organiser d'une certaine manière. Et donc, si on cherche notamment dans une optique de préfiguration, si on cherche à préfigurer dès aujourd'hui une société alternative, une société plus émancipatrice, plus égalitaire, eh bien, il faut avoir des idées, tout simplement. Et donc, pour ce faire, ça peut être utile de désincarcérer les imaginaires. C'est une expression que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, hein, qui est d'un collectif d'autoristes de science-fiction qui s'appelle le collectif Zanzibar, qui parle donc de cette nécessité de déconstruire, désincarcérer nos imaginaires pour arriver à justement cultiver des possibles dès aujourd'hui. Puisqu'effectivement, voilà, la préfiguration, elle exige de faire autrement dès maintenant, mais la question, c'est un peu comment. Donc, de ce point de vue-là, lire de la science-fiction ou regarder de la science-fiction, et notamment des utopies, ça permet d'avoir de l'inspiration, en fait. Ça permet de trouver des sources d'inspiration, effectivement, par exemple, dans La main gauche de la nuit, c'est une planète sur laquelle il n'y a pas de genre, donc c'est comme une expérience où on va être projeté dans un monde où le genre ne structure pas les rapports sociaux, et du coup, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça ressemble une société où le genre n'existe pas, et donc où ce n'est pas un rapport social qui va créer des dominants et des dominés? Eh bien, Ursula Le Guin nous permet d'entrevoir un petit peu ce à quoi ça ressemblerait, et donc on va se dire, bah voilà, je vais essayer de produire ce même résultat dès aujourd'hui, même si le genre demeure un rapport social structurant. Mais ça permet d'avoir une idée de ce à quoi on pourrait tendre, et donc de ce à quoi pourraient ressembler dès aujourd'hui les pratiques préfiguratives. Et il me semble aussi qu'il y a qu'on peut aussi retirer de la science-fiction féministe une sorte de démarche de pensée. Euh, dans l'article en question, on s'intéresse en particulier à la science-fiction spéculative, c'est-à-dire qui va spéculer un peu sur des avenirs possibles. Et donc, je trouve que c'est une démarche intellectuelle intéressante de se demander et si quelque chose était différent, et si, par exemple, le genre n'existait pas, ou et si les choses étaient différentes, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, ce travail de spéculation, il est intéressant parce qu'on peut se l'approprier, on peut essayer de cultiver sa capacité d'imagination, en fait. Donc, à la fois, les utopies de science-fiction, elles permettent d'avoir voilà, très concrètement des récits, sources d'inspiration, mais elles nous invitent aussi à cultiver notre capacité d'imagination, ce qui me semble vraiment central dans les organisations pour justement éviter de reproduire toujours et encore les mêmes manières un peu traditionnelles et sclérosantes de s'organiser. Peut-être pour conclure, est-ce que vous auriez des recommandations de lecture
ou de films, de documentaires, de podcasts pour, à la fois creuser, hein, cette question du féminisme dans les organisations ou alors, en tant que mouvement social, et puis même les imaginaires? Alors c'est une très bonne question. J'avais pas forcément envisagé des lectures sur la question des imaginaires, mais de ce point de vue-là, toute l'œuvre de Ursula Le Guin, mais aussi de Becky Chambers, en fait, toutes les auteurs, les autrices d'afrofuturisme sont aussi extrêmement intéressants parce qu'ils permettent du coup d'envisager des mondes qui ne soient pas structurés par le racisme et l'impérialisme. Donc je dirais voilà, tous les travaux, notamment, les romans, pardon, hein, d'Octavia Butler, de N.K. Jemisin, etc., sont vraiment fascinants à lire. Après, sur les recommandations plus sur des textes féministes, dans ma perspective matérialiste, un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Ça se lit vraiment comme un roman et elle fait un peu la généalogie de la manière dont le patriarcat et le capitalisme s'emboîtent d'un point de vue historique. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et puis sinon, il y a énormément de podcasts aujourd'hui qui permettent de vulgariser la pensée féministe. Il me semble qu'un podcast très intéressant, c'est le podcast de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio, qui s'appelle Un podcast à soi, qui décortique vraiment très bien et de façon très bien faite, hein, d'un point de vue documentaire, les différents sujets en fait qui façonnent le mouvement féministe et la pensée féministe aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Léa Dorion. Merci beaucoup pour vos questions et pour la discussion. À bientôt. À bientôt.